Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de revoir les grandes lignes du chapitre sur les notions de base qui concerne donc le système sensorimoteur, chapitre qui appartient donc au cours de neurophysiologie, et je vous propose de revoir ces grandes lignes à travers une séance de sophrologie. Donc pour cela, vous pouvez très simplement vous installer de manière confortable, c'est la seule consigne. Et puis, une fois que vous êtes installé, vous allez tranquillement vous poser de plus en plus sur vos points d'appui. Et d'ailleurs, peut-être que vous sentez qu'en vous posant ainsi, vous avez peut-être envie, alors soit de fixer un point dans votre environnement, soit peut-être directement de fermer les yeux. Donc vous faites ce qui est le plus agréable pour vous. Et puis, quand vous en avez envie, vous laissez vos yeux se fermer de façon à orienter votre regard sur ce qui se passe en vous, sur les sensations qui sont présentes. Peut-être qu'il y a des sensations qui se manifestent assez franchement à vous, ou des manifestations qui se manifestent avec beaucoup plus de discrétion. Et je vais vous proposer de vous centrer plus spécifiquement sur les sensations d'appui. Sur les sensations d'appui de votre corps, en commençant par la région de vos pieds. En fait, très simplement, dans la position dans laquelle vous êtes, vous vous intéressez aux points d'appui que vous percevez au niveau de vos pieds, aux endroits où vous les situez au niveau de vos pieds, et vous allez faire la même chose pour l'ensemble de votre corps, en circulant depuis vos pieds vers les autres régions. Donc depuis les pieds, vous commencez par circuler au niveau de la région des mollets, vous accueillez les points d'appui à hauteur des mollets, puis un petit peu plus haut, les appuis à hauteur des genoux, et encore un petit peu plus haut, les appuis au niveau des cuisses, si bien que vous pouvez percevoir les appuis de vos deux jambes, peut-être sentir même que vos deux jambes se posent tranquillement, que les muscles se relaxent. Et vous continuez à cheminer au niveau de toute la région du tronc, en commençant par le bassin, conscience des appuis de votre bassin, conscience des appuis à hauteur de la ceinture abdominale, conscience des appuis à hauteur de la région thoracique, conscience finalement des appuis qui existent au niveau de l'ensemble de la région du tronc, des appuis sur lesquels vous vous posez de plus en plus, de façon tout à fait confortable. Des appuis sur lesquels vous vous installez, appuis qui vous permettent de vous relaxer, de laisser tous les muscles de la région du tronc se détendre agréablement et vous continuez en vous situant au niveau de vos épaules qui sont posées elles aussi tranquillement sur les points d'appui que vous percevez au niveau de vos épaules, et vous pouvez aussi percevoir les appuis qui se trouvent sur toute la longueur de vos bras, les appuis au niveau du premier segment de vos bras, les appuis au niveau des coudes, les appuis de vos avant-bras, de vos poignets, et enfin conscience des appuis au niveau de vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Vous avez donc conscience des appuis de vos doigts, de vos mains, des appuis de vos deux bras, et vous sentez que vos deux bras se posent agréablement sur ces points d'appui, les appuis de vos deux bras posés confortablement. Et enfin, vous portez votre attention sur votre cou et votre tête. Vous percevez les points d'appui qui s'y trouvent et vous laissez votre cou et votre tête s'installer confortablement sur ces points d'appui et vous percevez peut-être à présent tous les appuis de votre corps après cette promenade dans l'ensemble de votre corps. Vous avez conscience de tous les points d'appui de votre corps. Vous avez conscience plus largement de l'ensemble de votre corps qui s'est posé sur ces points d'appui, qui a commencé finalement à se détendre, à se relaxer. Et cette détente, cette relaxation que vous retrouvez peut-être à travers le rythme de votre respiration, vous la laissez s'installer un peu plus profondément. Vous sentez peut-être davantage la détente qui s'installe justement plus profondément au niveau de votre tête, conscience de l'arrière de votre tête qui se relaxe,
conscience des côtés de votre tête avec la région des oreilles qui se relaxe. Conscience du sommet de votre tête qui se relaxe à son tour. Et enfin, de toutes les régions du visage qui se relaxent, votre front qui, en se relaxant, vous donne peut-être l'impression de s'étirer, de s'étendre. Une détente très agréable que vous percevez aussi au niveau de la région des sourcils. Peut-être la sensation qu'ils se lissent, que l'espace entre les sourcils s'élargit avec cette détente qui s'installe. Une détente que vous pouvez percevoir aussi au niveau de vos yeux, à travers peut-être aussi vos paupières qui sont tranquillement posées sur les yeux eux-mêmes. Une détente agréable de vos yeux qui s'étire vers la région des tempes, qui se relaxe, qui s'étire vers la région du haut des joues, qui se relaxe, vers votre nez, la partie axiale du nez se relaxe, le bout de votre nez, les narines. L'espace entre le nez et la bouche se relaxe, ainsi que sur les côtés, les joues se relaxent. Puis votre bouche se relaxe, ainsi que les muscles de la mastication, ainsi que la langue. Et enfin, c'est le bas des joues jusqu'à votre menton qui se relaxe, toujours agréablement, toujours confortablement. Et vous accueillez justement cette détente qui est pleinement présente dans l'ensemble de votre tête et qui s'étire vers la région du cou. Vous sentez les muscles de la nuque qui se relaxent à leur tour. Puis vient le tour des muscles de la gorge qui se détendent toujours très confortablement. Et avec la détente des muscles de la gorge, c'est finalement l'ensemble de la région du cou qui est maintenant relaxée, posée. Et cette détente s'étire vers vos épaules. Vos épaules se posent davantage elles aussi, les muscles à hauteur des épaules sont relaxés et la détente se communique au premier segment de vos bras. Les muscles du premier segment des bras se relaxent. Les muscles des avant-bras font de même. Ils se posent, ils se relaxent et vous sentez les muscles au niveau de vos mains qui, eux aussi, se relaxent tranquillement, agréablement. Conscience de la détente de vos deux mains, conscience de la détente de vos deux bras, conscience de cette détente de vos bras, de votre tête, de votre cou, qui s'étire vers toute la région du tronc. Vous laissez la détente s'installer dans toute la région thoracique, également dans toute la région abdominale et puis dans toute la région du bassin. Conscience de la relaxation du haut du dos, de la région des aisselles, de la poitrine, relaxation du bas du dos, de la taille, du ventre et relaxation de l'ensemble du bassin, la région des fesses, la région pubienne. Et accueil de cette détente, de cette relaxation au niveau de la région du tronc. Une détente qui s'étire vers vos jambes. Vous laissez les muscles de vos cuisses se relaxer les uns après les autres d'une relaxation très agréable et les muscles de vos cuisses communiquent leur détente aux muscles de la région des mollets qui eux aussi se relaxent les uns après les autres et tous ensemble les muscles de vos mollets sont relaxés, détendus et cette détente des muscles des mollets se communique à vos pieds, détente des talons, de la plante des pieds, du dessus des pieds, détente des orteils, un à un qui se posent et conscience finalement de la détente de vos deux pieds, de la détente de vos deux jambes, de vos deux bras, de la détente du tronc, du cou, de la tête, finalement conscience de la détente de l'ensemble de votre corps, une détente tranquille et agréable. Et vous accueillez justement cette détente tranquille et agréable en vous, cette détente que vous venez d'installer en vous-même, que vous pourrez réinstaller quand vous le souhaiterez. Vous accueillez toute cette détente présente dans votre corps et justement dans cet état de détente, eh bien, je vais vous proposer de
revoir dans ces grandes lignes un chapitre du cours de neurophysiologie. Il s'agit du chapitre portant sur les notions de base des systèmes sensorimoteurs. Un chapitre que nous avons commencé avec un constat qui est que globalement les neurones ont une organisation assez semblable dans la mesure où ils présentent un soma et puis des prolongements parmi lesquels un axone et des dendrites. Et nous avons également vu que du point de vue de leur fonctionnement, ces neurones ont un fonctionnement assez proche les uns les autres. Et ces neurones, s'ils ont une organisation semblable, ils présentent en fait des connexions assez originales. Et ces neurones vont finalement constituer des réseaux de neurones dans lesquels les informations vont pouvoir circuler de façon particulière. Et pour comprendre justement ces réseaux de neurones qui pour certains vont être plus impliqués dans les phénomènes sensoriels, les phénomènes de perception, qui pour d'autres vont être plus impliqués dans des phénomènes de planification d'action et donc de motricité, tandis que d'autres vont être plus impliqués dans des phénomènes que l'on peut qualifier plus largement de phénomènes mentaux. En fait, tous ces neurones constituent des réseaux et peuvent échanger des informations les uns avec les autres. Ce que nous avions illustré avec ce qui se passe en nous lorsque une balle nous est envoyée, que nous devons l'attraper ou la renvoyer. Nous avions effectivement évoqué le fait que tout un tas d'informations visuelles sont récoltées par nos yeux, nos récepteurs visuels, que ces informations vont être analysées par tout un tas de réseaux de neurones situés dans notre système nerveux central, ce qui nous permet d'identifier la venue d'un objet, de le reconnaître en tant que balle et d'anticiper sa trajectoire. Nous avions évoqué aussi les informations proprioceptives qui nous permettent de connaître la position de notre corps à partir de laquelle nous allons pouvoir attraper ou renvoyer cette balle. Et donc tous ces réseaux de neurones qui traitent des informations visuelles et proprioceptives vont contribuer à nous permettre d'attraper ou de renvoyer cette balle. Et ils vont être aussi enrichis de l'activité d'autres réseaux de neurones, des réseaux de neurones qui traitent des souvenirs, qui peuvent permettre de faire réémerger en nous des manières d'attraper ou de renvoyer une balle. Et tous ces neurones sont aussi influencés par d'autres neurones, des neurones impliqués dans les phénomènes émotionnels, des neurones impliqués dans les ajustements végétatifs, et enfin des réseaux de neurones impliqués dans les phénomènes de régulation des mouvements. Et c'est cette collaboration entre ces différents réseaux de neurones qui va nous permettre finalement d'élaborer des actions et de réaliser une action, à savoir de mobiliser différents muscles qui vont nous permettre d'attraper ou de renvoyer cette balle. Donc ces réseaux de neurones sont les éléments qui vont nous permettre d'accueillir tout un tas d'informations sensorielles, de les traiter et puis de générer tout un tas d'actions motrices. Et dans ce chapitre, nous nous sommes finalement plus centrés ensuite sur les systèmes sensoriels. Nous avons vu que les systèmes sensoriels présentent un certain nombre de caractéristiques et nous avions commencé en évoquant la notion de modalité sensorielle. Nous avons dit qu'effectivement un système sensoriel présente une certaine modalité sensorielle qui est liée au type d'énergie qui va être détectée par les récepteurs sensoriels, avec certains récepteurs de notre corps qui détectent des énergies de type mécanique, tandis que d'autres peuvent détecter une énergie lumineuse avec les photons. D'autres encore peuvent détecter une énergie thermique et d'autres encore une énergie chimique. Ces 4 formes d'énergie étant les 4 grandes formes d'énergie que notre corps d'être humain peut détecter, sachant qu'il y a d'autres énergies, d'autres phénomènes physico-chimiques dans l'environnement, comme les phénomènes électriques ou magnétiques qui existent, mais
que nous ne pouvons détecter car nous sommes dépourvus de récepteurs capables de les détecter, tandis que ces récepteurs existent dans d'autres espèces animales. Et puis ce que nous avions vu aussi, c'est que pour chaque modalité sensorielle existent des sous-modalités, des gammes en fait d'énergie que nous sommes à même de détecter. Par exemple, concernant les photons de l'énergie lumineuse, nous sommes capables avec nos photorécepteurs de détecter certains photons, mais nous ne les détectons pas tous. De la même manière, avec notre système auditif, eh bien, nous pouvons détecter certaines fréquences concernant les ondes sonores, mais pas toutes. Et en cela, eh bien, nous avons des capacités qui sont différentes de celles des autres espèces, donc nous ne percevons pas les mêmes paramètres physico-chimiques et nous ne vivons d'une certaine façon pas vraiment dans le même monde reconstruit. Par ailleurs, concernant cette question de la modulation, de la modalité sensorielle, eh bien, nous avons vu aussi que une stimulation, lorsqu'elle est détectée par un récepteur sensoriel, n'a pas une grande valeur et que ce qui est important, c'est l'ensemble des récepteurs sensoriels qui détectent les stimulations. Parce qu'une stimulation ne peut pas être codée tout entière par un unique récepteur sensoriel. Pour être codée, elle va l'être en fait par plusieurs récepteurs sensoriels et ce qui compte, c'est la population des récepteurs sensoriels et nous avions à ce titre parlé de codage en population. Ensuite, nous avions évoqué la notion de localisation concernant les systèmes sensoriels, puisque au sein d'un organe sensoriel, eh bien, les récepteurs vont être organisés d'une certaine façon, ils vont présenter une organisation spatiale précise et qui, pour certains systèmes sensoriels, va refléter aussi la localisation spatiale des stimulations. C'est le cas pour le système somesthésique, en particulier pour le tact que nous avions pris en exemple. C'est le cas aussi pour le système visuel et à ce titre, nous avions évoqué la notion de champ récepteur et vu qu'un récepteur sensoriel peut avoir un petit champ récepteur et il sera dans ce cas précis concernant les informations spatiales qu'il détecte, tandis qu'un récepteur qui a un grand champ récepteur ne sera que peu précis concernant les informations qu'il détecte. Et puis nous avions vu aussi que pour certains systèmes sensoriels, cette organisation spatiale ne reflète pas vraiment la localisation des stimulations dans l'espace, mais reflète finalement une manière pour les récepteurs sensoriels d'être répartis d'une certaine façon. Et nous avons vu que dans ce cas, par exemple pour le système auditif, eh bien, les récepteurs d'une région donnée vont détecter certaines stimulations, tandis que les récepteurs d'une autre région vont détecter d'autres caractéristiques des stimulations. Après cette notion de localisation, nous avions évoqué le fait que les systèmes sensoriels transportent des informations qui concernent l'intensité des stimulations. Si les stimulations sont faibles ou importantes, ce qui se traduit par des signaux, des potentiels de récepteurs qui sont plus ou moins amples et des potentiels d'action qui vont coder l'intensité de la stimulation en fréquence. Nous avions aussi évoqué le fait que les systèmes sensoriels transportent aussi des informations concernant la temporalité de la stimulation, des informations concernant la durée des stimulations qui sont plus spécifiquement transportées par les récepteurs ditoniques, tandis que les récepteurs phasiques, eux, transportent des informations concernant surtout la vitesse à laquelle surviennent les stimulations. Et nous avions parlé donc pour les récepteurs toniques d'un phénomène d'adaptation qui survient, une adaptation lente, tandis que cette adaptation est très rapide pour les récepteurs phasiques. Et puis, après ces caractéristiques des systèmes sensoriels, nous sommes intéressés succinctement à l'organisation des chemins sensoriels dans le système nerveux central et
Notez essentiellement que les récepteurs sensoriels qui collectent les informations physico-chimiques de l'environnement, de notre corps, envoient les informations vers le système nerveux central, vers différents réseaux de neurones. Certains réseaux de neurones vont permettre à l'information d'être traitée et de générer une perception consciente, tandis que d'autres réseaux de neurones ne vont pas permettre une perception consciente, mais le traitement des informations permettra à tout un tas de phénomènes, essentiellement de régulation, de prendre place dans le corps. Et donc nous avions vu que les informations sensorielles vont finalement cheminer dans, d'une part, des voies qui vont aboutir sur le cortex cérébral à travers un relais thalamique au préalable, et ces informations qui aboutissent sur le cortex cérébral pourront éventuellement devenir conscientes, le cortex étant impliqué dans la perception consciente, mais ce n'est pas pour cela que les informations deviendront nécessairement conscientes. Et puis nous avions aussi souligné le fait que les informations sensorielles vont aussi projeter vers des lieux autres que le cortex cérébral. Et ces informations resteront de fait inconscientes. Nous avions aussi remis en avant le fait que les récepteurs sont ordonnés sur les surfaces réceptrices des organes sensoriels et nous avions souligné que tout est toujours bien rangé, bien ordonné dans le système nerveux et que finalement cette organisation des récepteurs dans les organes sensoriels se retrouve aussi au niveau des structures qui analysent les informations sensorielles et notamment au niveau du cortex cérébral où l'on peut retrouver justement une représentation des surfaces sensorielles qui est présente. Et nous avions évoqué la notion pour les informations somesthésiques. Nous avions évoqué la notion de somatotopie, une représentation point par point des différentes parties du corps sur le cortex cérébral, qui est une notion, cette notion finalement de topie, qui se retrouve aussi pour d'autres systèmes. Nous avions évoqué par exemple cette organisation pour le système auditif que l'on qualifie de tonotopie. Et puis après ces caractéristiques des systèmes sensoriels, nous sommes intéressés plus particulièrement à ce qui se passe au niveau du cortex cérébral et surtout à différentes régions, différentes aires qui sont classiquement identifiées au niveau du cortex cérébral. Nous avions parlé d'aires primaires, avec des aires primaires qui sont des aires sensorielles, d'autres qui sont des aires motrices. Nous avions parlé d'aires secondaires avec, pour le versant sensoriel, des aires qui sont des aires sensorielles secondaires, souvent qualifiées d'aires d'association unimodale, tandis que sur le versant moteur, on parle d'aires prémotrices. Et puis, nous avions aussi parlé d'aires associatives, avec certaines qui vont être plus centrées sur des informations sensorielles, d'autres plus sur des informations motrices. Et finalement, nous avions mis en évidence deux grandes voies, une voie ascendante qui part des récepteurs sensoriels, avec des informations donc qui vont cheminer dans le système nerveux central et aboutir sur les aires sensorielles primaires, qui sont des aires qui vont traiter une seule modalité. Il existe ainsi des aires primaires auditives, par ailleurs des aires primaires visuelles, des aires primaires somesthésiques, et ainsi de suite. Et puis ces aires sensorielles primaires envoie les informations vers des aires d'association dites unimodales, puisqu'elles aussi, elles ne traitent qu'une modalité sensorielle. Il existe donc des aires d'association unimodales, donc visuelles, qu'on peut qualifier d'aires visuelles secondaires. Il existe par ailleurs des aires d'association unimodales, par exemple auditives, qui ne traitent que des informations auditives, qui sont des aires auditives secondaires, et ainsi de suite. Et puis ces aires d'association unimodales, on voit leurs informations vers des aires d'association, notamment vers des aires d'association sensorielle multimodales, qui sont des aires qui vont accueillir tout un tas d'informations, toutes les modalités sensorielles, aussi bien du visuel que de l'auditif, que du somesthésique. Et puis, pour cheminer dans ce mode d'organisation, nous avons aussi évoqué l'existence donc d'aires d'association qui
vont être plutôt des aires d'association qui sont versées sur la dimension motrice, avec des aires d'association motrice. Et nous avions souligné l'existence de liens entre toutes ces aires d'association, celles qui sont plus sensorielles, celles qui sont plus motrices. Le fait qu'il existe une sorte de dialogue entre ces aires et le fait que de ce dialogue peuvent émerger des intentions d'action. Des intentions d'action qui vont ensuite être opérationnalisées par les aires motrices secondaires ou aires prémotrices qui vont pouvoir commencer à concrétiser ce qui au départ n'est qu'une intention d'action. Et ces programmes moteurs élaborés par les aires prémotrices qui vont ensuite être simplifiés par les aires motrices primaires qui vont opérationnaliser de plus en plus ces programmes de façon à pouvoir les envoyer ensuite aux motoneurones, les motoneurones qui vont ensuite envoyer les informations vers les muscles qui vont réaliser les actions souhaitées. Et donc nous avions cheminé de cette manière à travers les voies ascendantes, puis les voies descendantes dans le système nerveux et plus spécifiquement dans ces régions corticales. Ces régions corticales dans lesquelles on chemine, mais on ne chemine pas de façon sérielle dans la mesure où ces aires, même si elles présentent une certaine hiérarchie, cette hiérarchie est relativement souple et il existe en fait au niveau de chacune de ces aires une ségrégation des informations, si bien que les traitements dans ces différentes aires ne se font pas en série mais en parallèle. Et donc nous avions fait le parallèle justement entre cette organisation finalement de notre système nerveux et en particulier de ces régions corticales et ce qui peut se passer dans une entreprise en envisageant donc une entreprise qui peut construire des bâtiments et qui va, avant de les construire, dépêcher des enquêteurs sur place qui vont enquêter, qui sont équivalents à nos systèmes sensoriels et lesquels ramènent les informations vers l'entreprise, donc vers le système nerveux central et notamment vers des bureaux qui vont saisir ces informations, qui vont commencer à les traiter. Puis ces informations étant traitées, ces informations vont aboutir à l'élaboration de rapports qui vont être analysés par les instances dirigeantes qui vont, à l'issue d'un dialogue, prendre la décision de construire ou non un bâtiment. Et cette décision étant prise de, par exemple, construire un bâtiment, eh bien, d'autres services de cette entreprise vont tenter d'opérationnaliser justement ces volontés, cette volonté de construire le bâtiment en construisant des plans pour ce bâtiment et puis les informations vont être de plus en plus précisées avec les matériaux à utiliser, les chemins pour l'électricité, les chemins pour la plomberie et progressivement des plans de construction clairs, praticables, opérationnalisés finalement vont être transmis aux personnes qui vont travailler sur place et qui vont pouvoir construire ces bâtiments. L'équivalent de finalement nos motoneurones qui transmettent après les informations aux muscles qui agissent. C'est l'image que nous avions prise pour comprendre ce qui se passe dans les grandes lignes dans nos systèmes sensorimoteurs. Et puis ensuite, à la fin de ce chapitre, nous nous sommes penchés sur les aires d'association. Nous étions rapidement passés sur ce qui est parfois appelé les aires d'association limbique en raison de l'absence de consensus entre tous les auteurs et nous avions profité de cette dénomination pour évoquer l'ambiguïté du mot limbique. Et nous en avions dit un petit peu plus sur les aires associatives du cortex pariétal, le cortex pariétal postérieur qui est concerné par des informations de l'ensemble des modalités sensorielles, qui est concerné par tout ce qui relève de la localisation visio-spatiale, de l'attention, puisqu'à partir de représentations spatiales, eh bien, les réseaux de neurones de ce cortex associatif, ce cortex pariétal postérieur, eh bien,
Ce cortex pariétal postérieur va pouvoir construire des représentations finalement de l'espace, à partir desquelles il va pouvoir à la fois guider les mouvements visio-spatialement et guider l'attention. Et nous avions donné en exemple ce qui peut s'observer lorsqu'une lésion existe dans ces régions, avec une lecture autour d'un cas d'héminégligence, autour d'un cas aussi d'asomatognosie. Puis nous étions passés aux aires associatives du cortex temporal, le cortex temporal latéral qui, lui, est concerné par la reconnaissance et l'identification de stimulations complexes. Et nous avions aussi souligné le fait qu'une lésion dans ces régions peut conduire à une situation d'agnosie, une situation d'absence de connaissance. Et puis nous avions continué avec les aires associatives du cortex frontal, ce qui correspond à la partie rostrale du cortex frontal, c'est-à-dire au cortex préfrontal qui est concerné par des fonctions qualifiées d'exécutives et que nous avions comparé à un simulateur puisque ces régions, ces réseaux de neurones disposent de tout un tas d'informations sensorielles concernant le corps, concernant l'environnement. Il a accès également à nos souvenirs, à nos émotions et ayant accès à toutes ces informations, ces réseaux de neurones du cortex préfrontal vont pouvoir évaluer la situation et envisager des actions dans cette situation vécue, en faisant d'abord des simulations, et puis en choisissant la simulation la plus adaptée, et en inhibant les simulations les moins adaptées, ce qui va nous permettre d'effectuer des actions qui vont effectivement être adaptées par rapport à ce que nous vivons. Et nous avions évoqué ce qui peut se produire lorsqu'une lésion massive existe dans ce cortex préfrontal, ce qui peut donner lieu à différents troubles. Tout dépend toujours du lieu, de la taille de la lésion, mais nous avions évoqué le cas de comportements d'utilisation qui peuvent s'observer quand une lésion est importante. Et enfin, pour conclure ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la question de la réalité, au fait que finalement notre réalité perçue est tout à fait créée par notre cerveau sur la base d'informations assez parcellaires qui sont récupérées par nos systèmes sensoriels et qu'en cela, nous n'avons pas de véritable accès au monde réel puisque c'est à travers nos sens que nous percevons ce monde réel et nous en percevons que quelques facettes, ce que nous avions mis en avant en soulignant le fait qu'il existe par exemple des ondes radio dans notre environnement mais que nous ne sommes pas capables de les percevoir dans la mesure où nous ne disposons pas de récepteurs sensoriels et capables de les détecter. Tout comme nous ne pouvons détecter ce que l'on appelle les ultrasons, les infrasons, que d'autres espèces peuvent détecter parce que leur équipement sensoriel est le même. Et nous étions revenus sur l'idée que la réalité de deux espèces différentes, eh bien cette réalité est différente. Nous avions aussi souligné le fait que notre réalité peut changer au cours de la journée avec le fonctionnement de nos récepteurs sensoriels plus ou moins efficaces, en prenant l'exemple aussi de certains photorécepteurs de nos yeux qui sont les cônes et qui sont efficaces lorsqu'il y a de la lumière, qui le sont moins quand la lumière baisse, et ces cônes étant les récepteurs qui amènent des informations sur la base desquelles notre système nerveux crée les couleurs, eh bien, nous avions pu dire que effectivement, notre perception de la couleur va changer selon la quantité de lumière. Les couleurs sont plutôt éclatantes quand il y a beaucoup de lumière et tendent à devenir des niveaux de gris quand la lumière baisse. Donc nous avions pris conscience du fait que notre réalité change, du fait aussi que les systèmes sensoriels peuvent s'influencer, que des cas de synesthésie peuvent exister à différents niveaux. Et pris conscience aussi du fait que le système nerveux fonctionne à l'économie parce qu'il échantillonne le monde réel, au lieu de tout noter concernant le monde réel, il ne fait que l'échantillonner,
Et il va également avoir des schémas de fonctionnement relativement raccourcis. Il utilise des raccourcis pour traiter l'information, ce qui peut parfois donner naissance à des illusions sensorielles que nous avions pu parcourir dans le cours. Nous avions pu observer certaines illusions sensorielles. Et puis nous avions aussi souligné le fait que d'une personne à l'autre, les perceptions changent parce que chacun a sa propre subjectivité. Et c'est ainsi que nous avions conclu ce chapitre. C'est ainsi que je vous propose de conclure cette visualisation, cette sorte de révision finalement du cours que vous pouvez maintenant laisser s'estomper pour tout simplement revenir aux sensations qui sont les vôtres actuellement. Conscience de vos sensations, les sensations de détente dans votre corps, les sensations de calme, d'harmonie, de sérénité, toutes ces sensations que vous avez installées vous-même en vous, auxquelles vous êtes connecté. Vous laissez tous ces éléments s'inscrire en vous et puis quand vous serez prêt, vous pourrez réaliser votre retour vers votre état d'éveil habituel. Donc, toujours les yeux fermés dans un premier temps, vous pouvez déjà retrouver les points d'appui de votre corps. À travers les points d'appui de votre corps, vous pouvez vous reconnecter à l'espace dans lequel vous êtes installé. Et en vous reconnectant à l'espace dans lequel vous êtes, vous sentez que l'énergie revient en vous, remonte en vous, vous vous sentez vous éveiller. Et puis vous pouvez revoir la pièce dans laquelle vous vous trouvez, le lieu en tout cas dans lequel vous êtes, et vous sentez que le fait de retrouver vos points d'appui, de revoir mentalement l'espace dans lequel vous êtes, vous sentez que tout ça vous permet de faire votre reprise, c'est-à-dire de retrouver votre état d'éveil habituel. L'énergie d'éveil revient en vous, et d'ailleurs avec cette énergie d'éveil, vous réentendez tous les éléments sonores de votre environnement et vous sentez que la perception à nouveau de tout l'environnement sonore du lieu dans lequel vous êtes, vous permet de retrouver pleinement toute votre énergie d'éveil. Et peut-être avez-vous envie de vous étirer. Vous pouvez étirer vos bras, vos jambes, vous pouvez étirer l'ensemble de votre corps. Vous pouvez aussi vous amuser à synchroniser les étirements de votre corps à votre respiration en inspirant. Et puis en vous étirant et ensuite en soufflant, en faisant du bruit si vous le souhaitez, pour retrouver tout à fait votre énergie d'éveil. Et puis vous pouvez aussi frictionner vos bras, vos jambes, et une fois que vous estimez que toute votre énergie d'éveil est de nouveau là, vous pouvez à votre rythme ouvrir vos yeux si ce n'est déjà fait. Et une fois que vos yeux sont ouverts, une fois que toute cette énergie d'éveil est de nouveau présente en vous, je vais vous laisser avec votre état d'éveil habituel retrouvé. Je vous laisse retourner à vos occupations habituelles et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de sophrologie.